Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'économie. Nous renouvelons nos souhaits pour une année prospère et surtout une bonne santé pour tous. Cette nouvelle année synonyme également de changements espérés en tout cas pour l'économie nationale qui a beaucoup souffert d'une multitude de crises. Tout d'abord la baisse des revenus des hydrocarbures, par la suite la crise sanitaire. Ce soir nous allons parler de la loi de finances 2021 qui est entrée en vigueur tout récemment. Les engagements du président de la République suite à sa rencontre hier avec les organisations patronales et de la mise en œuvre du plan d'action et de relance du gouvernement. Pour en parler, nous avons avec nous nos trois invités. L'économiste Mostafa Mekidash, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et puis Sami Agli, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Bonsoir, M. Sami Agli. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis l'enseignant universitaire Mohamed Achir, merci d'être parmi nous ce soir. Vous venez de Tizi Ouzou. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi que vous remercie. Voilà, et avant d'entamer le débat avec nos invités, un bref rappel des principales mesures prévues dans la loi de finances 2021 ainsi que les orientations du président de la République annoncées lors de sa rencontre hier avec les organisations patronales. C'est tout de suite ce sujet signé Yanis Ait Belkacem. La dynamique économique s'inscrit à travers la loi de finances 2021 avec plusieurs objectifs dont l'amélioration du climat d'affaires et l'encouragement des exportations. Les exportateurs seront dispensés de l'IRG et cela de manière permanente. Ils ne subiront aucune pression fiscale sur les 2 premières années de leur existence et de manière encore plus intéressante lorsque leur activité s'oriente vers l'exportation. Des facilitations sont accordées aux exportateurs comprenant une mesure permanente de libérer la marchandise à l'exportation après souscription de la déclaration en douane afin d'éviter le retard dans les traitements des opérations à l'export et des coûts qui peuvent en découler. Une réglementation modifiée pour attirer les investisseurs et accentuer le contrôle sur le commerce extérieur dans un contexte économique marqué par la forte baisse des revenus pétroliers et la dépréciation du dinar. Les opérateurs d'exportation de biens et services réalisés par les personnes physiques sont désormais exonérés de l'IRG et la taxe de souscription du contrat d'assurance est supprimée. Dans le cadre de la politique du gouvernement algérien portée sur l'encouragement des start-up et les incubateurs, sont exonérés de la TAP, de l'IBS et de la TVA. On note aussi la reconduction de la réduction d'impôts pour les sociétés cotées en bourse. Le texte introduit aussi la possibilité de remboursement de l'excédent de l'IRG et du trop versé de l'IBS. Certaines dispositions fiscales y sont en outre clarifiées. S'agissant de l'exportation des déchets spéciaux dangereux, elle est désormais soumise à une taxe acquittée par voie de quittance auprès du receveur des impôts, dont le montant a été fixé à 5 000 dinars. Le produit de cette taxe est affecté au budget de l'État à hauteur de 60% et 40% du Fonds national de l'environnement et du littoral. Au sujet du transfert social du budget de l'État pour 2021, il s'élèvera à 1 929 milliards de dinars, soit une hausse de 81,58 milliards par rapport à l'an dernier. Le déficit budgétaire prévu pour l'année en cours devra augmenter de 13,57% du PIB contre 10,4% au titre de la LFC 2020. Quant à la question relative à la relance de l'économie nationale, le président de la République a reçu des représentants de confédération du patronat en audience dans laquelle Abdelmadjid Tebboune a réitéré que l'avenir de l'économie nationale réside dans le développement d'une industrie concurrentielle, une agriculture diversifiée et un secteur tertiaire développé en tant qu'alternative réelle et durable pour sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures. Retour au plateau avec nos invités. Nous allons commencer avec vous, Mostafa Mekidash. Alors, la loi de finances intervient dans un contexte particulier. Nous sommes toujours en train de subir le choc pétrolier qui date de 2014 et puis suivi juste après, enfin quelques années après, par les retombées de la crise sanitaire sur l'économie. Alors, disons que comment décririez-vous un peu cette situation ? Oui, on était déjà dans une tendance lourde, rétrospective depuis 2014, disons donc de crise et même de chute des revenus pétroliers, donc de la fiscalité pétrolière, et également de réformes qui n'ont pas été prises. Parce qu'on a sous-estimé la crise de 2014, je le dis, je le redis, et donc on n'a pas pris, au moment où des réformes structurelles auraient pu être initiées, on a sous-estimé donc les effets de cette crise, et donc on l'a traînée, avant même que ne vienne donc cette crise due à la pandémie de 2019. Alors, ce que je dis d'abord, première observation, c'est que ça aurait pu être pire. Je vous rappelle simplement qu'en mars 2020, les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, confortées par celles de l'OPEP, donc dans un communiqué commun, ils estimaient que pour 2020, donc les pertes en matière de recettes d'hydrocarbures auraient pu être pour l'ensemble, si vous voulez, de l'industrie des hydrocarbures, donc étaient estimées entre 50 et 85%.
Donc c'était vraiment en plein choc et c'était donc un scénario pessimiste mais qui était sur la table. Alors au bout du compte, en 2020, alors, donc, on a perdu un tiers de nos recettes, puisqu'on est passé de 33 milliards en 2019 de dollars à 22 milliards de dollars. Donc le choc a été relativement donc, moins fort que celui qui était attendu par un certain nombre d'observateurs. Ça c'est un premier point. L'autre aspect, c'est que tout de même, donc, le secteur des hydrocarbures donc, a reporté un certain nombre d'investissements donc, de 3 milliards, je crois, qui étaient prévus. Et c'est une situation donc, qui globalement donc, présente un déficit donc, pour 2021 de l'ordre de 22 milliards de dollars. C'est exactement donc, ce que nous rapporte notre rente pétrolière en 2020. Alors donc avec ces chiffres, donc, il y a à mon avis donc, un souci de stabilisation aussi, j'observe, pour la loi des finances 2021, c'est que en fait, le budget d'équipement a subi, si vous voulez, les diminutions les plus fortes. On a conservé au même niveau donc, le budget de fonctionnement, mais sur le budget d'équipement, donc, il y a eu donc, une diminution significative qui va se traduire par des pressions, par des difficultés supplémentaires pour le secteur du BTPH qui était déjà en grande difficulté. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Alors, donc, sur le plan du recul de la croissance, donc, on a fait mieux que nos voisins. Donc, il faut le dire, parce que nos voisins sont, et c'est des chiffres qui sont donnés par la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, sont à moins de 7% de recul de leur PIB, alors que nous sommes entre 5 et 6,5% de recul de PIB. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un effet de résilience qui a été porté essentiellement, de mon point de vue, effectivement par le secteur de l'agriculture, donc qui a résisté donc au recul, et également d'autres secteurs comme celui du secteur pharmaceutique qui a bénéficié donc des effets d'externalités positives dans ce cas. Mais ceci dit, il reste que les entreprises dans un certain nombre de secteurs ont été fortement impactés. C'est l'hôtellerie, donc les petits métiers, le tourisme, le BTPH. Le secteur des services. Et le secteur des services. Et ces entreprises, à mon avis, devraient avoir un appui plus prononcé de la part du système bancaire, parce que c'est un investissement qu'on fait dans des entreprises. Sinon, on va les perdre. Donc ça, c'est une problématique qu'il va falloir prendre en charge. Donc, et je pense que les mesures pour les entreprises qui sont dans la loi des finances 2021 ne sont pas suffisantes pour amortir ce choc. Il y a une étude qui a été initiée, je crois, par les pouvoirs publics et le PNUD pour évaluer les niveaux, si vous voulez, de perte de chiffre d'affaires et donc de soutien à la trésorerie de ces entreprises qui est en cours. Et j'espère que donc, des dispositions spécifiques donc, vont être prises. Et la réunion avec le président de la République, avec les organisations patronales, témoigne de ce souci-là, je pense. Et ça va être pris en compte. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, Mohamed Achia, désolé. Quand on voit le budget d'équipement, malgré la crise, le gouvernement a décidé de le maintenir, même de l'augmenter de 10%. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait cette démarche? On dit qu'on est en crise et maintenant, on augmente le budget de fonctionnement et d'équipement réuni. Le budget d'équipement a diminué. Le budget global a augmenté de 10%. Voilà. Mais le budget d'équipement a diminué. Il faut bien le mettre. Très bien. Oui, effectivement, le budget de fonctionnement a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente. Et le budget d'équipement, effectivement, a légèrement baissé par rapport aux années précédentes et surtout par rapport à l'année, je crois, 2018, où on a inscrit environ 4 000 milliards de dinars dans l'équipement. Mais là, je rejoins parfaitement ce qui a été dit par professeur Mikidech par rapport à la situation délicate et par rapport à la contrainte budgétaire dans laquelle se retrouve notre pays suite à ce double choc économique et sanitaire en même temps, et parce qu'on a raté aussi les réformes structurelles effectivement en 2014, c'est-à-dire la chute brutale des prix du pétrole aussi à ce moment-là. Donc maintenant, il y a un effort, c'est-à-dire si on fait une lecture de la loi de finances pour 2021,
on retrouve que l'effort de soutien de la croissance économique et de stabilisation toujours de front social, c'est-à-dire le maintien de la dépense publique et aussi le maintien aussi de cette politique économique prônée toujours par le gouvernement, ça fait plusieurs années, donc de soutenir la croissance avec la dépense publique et la commande publique. Et on constate un effort assez important pour les transferts sociaux, mais aussi un effort important indirectement pour les entreprises, parce qu'on ne voit pas de taxes ou d'impôts, c'est-à-dire pour l'investissement en général et l'entreprise. Mais le problème, maintenant, comme nous avons une économie dépendante pratiquement et fondamentalement de la rente pétrolière, des revenus du pétrole. Et là, M. Mikidech parle de l'équivalent de nos exportations de pétrole comme déficit. Aussi, moi je donne un autre parallèle, c'est que nous avons 5 314 milliards de dinars de budget de fonctionnement et nous aurons 5 330 milliards de dinars de recettes, c'est-à-dire les recettes couvrent que le fonctionnement. C'est-à-dire, réellement, nous n'avons pas un surplus dégagé par nos recettes afin de financer l'investissement public et financer les infrastructures et financer les programmes de soutien à la croissance économique. Voilà donc la problématique dans laquelle se retrouve actuellement notre pays, c'est le tarissement des ressources financières publiques et le creusement du déficit budgétaire et surtout du solde global du Trésor qui va atteindre les moins 2380 milliards de dinars en 2021. Et moins 2380 milliards de dinars, c'est énorme, c'est un peu l'équivalent de 14% de PIB. Et encore, il y a un indicateur aussi qu'il faut citer, c'est le déficit hors hydrocarbures, du PIB hors hydrocarbures. Il est à 28%. C'est-à-dire, si on prend le secteur des hydrocarbures à part et on prend juste la sphère réelle hors hydrocarbures, ce déficit représente moins 28% du PIB, environ 28% du PIB. Et ça, c'est énorme. Parce qu'il faut réellement, c'est-à-dire analyser l'économie algérienne à partir de la sphère réelle hors ce secteur des hydrocarbures est rentier. C'est vrai qu'ils participent indirectement, etc. Mais si on veut évaluer, parce que nous ne sommes plus dans la rente pétrolière maintenant, avec la baisse, que ce soit de la quantité, que ce soit des prix à l'international, donc nous devons changer de raisonnement et d'approche dans l'analyse des indicateurs macroéconomiques de l'économie algérienne et se focaliser sur la sphère réelle, la sphère productive. Et c'est ça qui devrait nous donner les vrais signaux de notre économie. Alors, Monsieur Aghili, est-ce que selon vous, cette démarche de maintenir les dépenses globales de l'État élevées ne signifie pas un peu une manière pour les pouvoirs publics de sauvegarder un peu les emplois, les entreprises, éviter qu'il y ait justement une crise sociale, par exemple ? De toute façon, c'était attendu. Hein, vous savez, c'est une loi de finances. C'est vrai qu'on en parle énormément depuis quelques semaines maintenant, et surtout depuis qu'elle a été signée. C'est une loi de finances qui était attendue, une loi de finances qu'on considère une loi de finances d'urgence. Rappelons-nous qu'on est en train de vivre une situation, encore une fois, globale, mondiale, de crise profonde. M. Mikidech a bien expliqué qu'on s'en sort plutôt mieux que d'autres pays. Bien entendu qu'on n'est pas en train de comparer qui a perdu plus, mais qui a fait les meilleures aujourd'hui performances et réflexes d'accompagnement aujourd'hui de l'économie. Cette situation, ce chiffre que vous donnez pour effectivement reflète complètement la volonté, bien sûr, de préserver les emplois, de préserver le fonctionnement minimum de l'administration et de l'État. Mais effectivement, l'inquiétude vient de ce déficit qui est énorme, de cette baisse des équipements et qui traduit de fait par un manque aujourd'hui de fonctionnement des entreprises. Il y aura moins de commandes publiques.
Déjà, on s'en sort d'une année 2019 à l'époque, on parlait de cette année-là qui était une année blanche. Et on a tout misé sur l'année 2020. Il y avait cette, effectivement, relance plus ou moins au mois de janvier avec la stabilité politique. On a vu des chefs d'entreprise, notamment membres de notre organisation, relancer les études de projet et tout ça. Écoutez, la chute des pétroles au mois de février, historique. Mois de mars, pandémie. Écoutez, on s'en sort malgré tout cette année. On mise tout sur l'année 2021 et on reste malgré tout optimiste sur le potentiel de l'Algérie qui engage l'Algérie. Je suis d'accord, la culture des chiffres, c'est la science des chiffres, c'est une science exacte, malheureusement, elle est là. Déficit, effectivement, il est là. Maintien du budget de fonctionnement, il est là. C'est une réalité qui, malheureusement, elle est là. Ça reflète aussi l'urgence de traiter des questions de fond, comme la question, par exemple, des subventions aujourd'hui, qui est là. Il n'est pas toléré, il n'est pas normal qu'on se retrouve en 2021 est-ce qu'on ait une subvention généralisée sur l'ensemble de la population. C'est pas une démarche équitable pour la population la plus nécessiteuse et elle n'est pas économique du tout. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on subventionne l'eau à la vendre à 2 dinars le mètre cube à Tamanrasset, alors son coût, il avoisine les 600 dinars. Il n'est pas normal qu'on parle de prix de l'énergie tel qu'on est en train de le subir aujourd'hui, pas du tout économique. Il n'est pas normal le prix du gasoil, et j'en passe sur le poids des produits alimentaires de première nécessité qui ont encore une fois généralisé ces questions-là, cette crise-là. De toute façon, les meilleures réformes de notre histoire, on les a toujours portées pendant les périodes les plus difficiles. Et la situation d'aujourd'hui, je pense, sonne l'alerte qu'on doit engager des réflexions profondes sur des sujets parfois qui fâchent, sur des sujets parfois où il faut beaucoup de courage pour y attaquer. Mais comme je l'ai dit, la science des chiffres, elle est là et elle est contre aujourd'hui notre politique économique. Vous avez abordé ces points-là hier lors de votre rencontre avec le président qui a reçu les organisations patronales. Tout à fait, on a eu un grand plaisir et un honneur hier d'être reçu par Monsieur le Président de la République qui nous a rassurés plus de l'économie, de sa santé, où on a eu le président de la République parfaitement connaisseur des chiffres et de la situation. On a eu un échange franc, transparent, et on a parlé de ce sujet-là, la question de la subvention et la question des réformes profondes apportées à notre économie. L'heure aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas en phase avec la réalité. Hein. La réalité, c'est l'économie rapide qui est en train de changer le monde. Et où sommes-nous de tout ça? La digitalisation, la question de la réforme de la banque, la question des subventions a été traitée. Et bien entendu, on a traité aussi la question des urgences à prendre aujourd'hui pour accompagner les tissus économiques et nos entreprises qui sont en forte difficulté. Il y a urgence d'entamer effectivement cette année-là où on mise tout sur l'année 2021 qu'on considère l'année de l'espoir et ce plan de relance économique qu'on considère le plan de l'ultime chance. Ce qu'il faut avoir, c'est donner un maximum de chance à la réussite de ce plan de relance économique. Et pour donner ça, il nous faut un tissu économique pour faire face. Malheureusement, le tissu économique aujourd'hui est complètement fragilisé. On a énormément de points forts sur l'économie. Le président a donné des orientations sur les priorités, notamment l'agriculture, l'industrie de la transformation, les services, les start-up et tout ça. On peut en parler dans le détail si vous voulez après. Justement, M. Bekidash, oui. Le président de la République s'est engagé à mettre en place rapidement certaines réformes. Hier, lors de sa rencontre avec les représentants des chefs d'entreprise, du patronat, le président de la République a donné des orientations dont les principales concernent l'augmentation de la production nationale, préserver les emplois. Est-ce que ce sont là les principaux défis auxquels doit faire face l'économie durant l'année 2021? Oui, tout à fait. Mais au préalable, je voudrais simplement noter le caractère inédit. J'étais donc responsable
et membre fondateur de l'UNEP, qui était donc l'Union nationale des employeurs publics. Donc on n'a jamais été reçu dans ce format de bipartite par le président de la République dans une séance de travail. Hein, donc, parce qu'il s'agissait bien d'une séance de travail, ce que tu nous disais tout à l'heure. Par contre, donc ça c'est un aspect qui est important. Ça témoigne donc de la prise de conscience au niveau le plus élevé de l'État, de l'appui pour les entreprises, parce que c'est les entreprises qui vont créer la valeur ajoutée. On est sorti du financement rentier de notre économie. C'est la valeur ajoutée des entreprises essentiellement qui vont créer cette valeur ajoutée, notamment pour soutenir les finances publiques dans le futur. Donc, et ça c'était important. Lorsqu'on ajoute également la déclaration du président de la République lors de la conférence nationale d'août dernier sur le risque de gestion et le fait que Madirch Fijibek et puis donc travail, on dépénalise le risque de gestion à la fois pour les entrepreneurs publics mais également pour les entrepreneurs, pour le secteur privé, parce qu'eux aussi prennent des risques de gestion. Et ça, ce sont deux, si vous voulez, deux signaux qui sont extrêmement importants pour la suite. Donc ceci dit, donc sur le budget, simplement, j'observe qu'il y a, si vous voulez, deux grands secteurs sur lesquels il peut y avoir, si vous voulez, donc des réformes pour qu'on puisse, en tout cas, réduire les déficits du budget de l'État. Un, c'est les transferts sociaux. Sur les transferts sociaux, il y a énormément de gaspillage. Il y a des fuites aux frontières. Il n'y a pas un jour sans que l'ANP n'arrête des camions de carburant, de produits de première nécessité qui filtrent à travers donc, toutes les frontières. Donc, et ça témoigne que nos prix relatifs, les prix relatifs de ces produits-là ont un effet, si vous voulez, d'attraction sur nos produits. Donc, quel que soit, si vous voulez, tous les murs que vous pouvez mettre, donc ça passe. Ça, c'est un premier. Et deuxièmement, il va falloir... comme le disait Seagli à juste titre, que ces transferts sociaux, qu'on leur cible les titulaires des revenus les plus faibles pour qu'ils puissent bénéficier et non pas laisser encore si vous voulez, ces produits partir comme intrants pour des produits qui ont des valeurs marchandes, qui sont donc à des prix que le marché fixe. Je pense aux pâtisseries, je pense par exemple où les intrants, c'est le sucre, la farine, donc l'huile qui sont soutenus. Et quand vous allez donc chez le pâtissier, votre pâtissier, vous achetez votre pâtisserie au prix marchand. Et donc il y a un transfert de rente qui est indu. Et donc ce n'est pas de la justice sociale. Donc il va falloir, donc, et à mon avis, les dispositifs pour pouvoir donc, avoir des transferts sociaux qui soient socialement justes existent. Ils ont été mis en œuvre dans d'autres pays. Et donc ça c'est un premier chantier, un premier aspect sur lequel, pourquoi ? Parce que ça représente plus de 20% donc du budget, si vous voulez, des dépenses, des dépenses donc, du budget. Et donc le deuxième aspect, c'est les niches fiscales. Niche fiscale. Il y a eu donc si vous voulez, des exemptions si vous voulez, en matière d'impôts pour un certain nombre d'activités qu'on n'a pas évaluées. Et finalement là, il va falloir revisiter ces niches fiscales. Et je pense que le dernier rapport de la Cour des comptes pointe du doigt un certain nombre si vous voulez, de filières, de secteurs sur lesquels donc il va falloir revisiter l'ensemble de la politique des niches fiscales. Ça va donner la dernière observation que je voulais faire sur ce point-là, c'est que quand même c'est que donc le budget 2021 s'inscrit dans une perspective triennale, donc de moyen terme, et que pour l'année 2022 et 2023, donc le budget d'équipement va remonter, donc il est prévu qu'il remonte, et je pense que c'est à la faveur, si vous voulez, de ce qu'on aura finalement pu avoir comme économie ou comme diminution du déficit à partir des deux postes que je vous ai cités tout à l'heure. Justement, pour diminuer le déficit, donc il va falloir importer moins parce que le problème, c'est les devises. Justement, en parlant d'augmenter la production, le président de la République a insisté à plusieurs reprises sur l'importance du secteur agricole. Alors, on sait que la production s'est beaucoup améliorée ces dernières années, mais il reste quand même beaucoup de soucis, notamment on se retrouve parfois avec des surplus de production, mais sans débouchés. Tout à fait.
Effectivement, l'agriculture, comme il a été bien souligné, le président de la République, il y a quelques mois, il produit jusqu'à 25-26 milliards de dollars, c'est-à-dire de valeur ajoutée. Donc il participe à environ 13% du produit intérieur brut, alors que l'industrie, je crois qu'il est à 5%, 4 ou 5%. Donc l'agriculture, il crée de la valeur ajoutée, mais il y a une certaine économie de cycle dans cette agriculture, c'est-à-dire il y a toujours rupture de production, et puis il y a parfois il y a du surplus, parfois les agriculteurs abandonnent carrément c'est-à-dire leur récolte. Donc tout ça, ça fait partie c'est-à-dire de déficit organisationnel des chaînes agricoles. Parce que maintenant, il faut penser en chaîne de valeur même l'agriculture, en amont et en aval, que ce soit à l'exportation, que ce soit aussi au marché national. C'est-à-dire comment créer la grande distribution, comment créer des entreprises de transformation pour capter tout ce surplus dans des produits agricoles et comment aussi créer une réelle valeur. Il y a maintenant un programme pour l'agriculture du Sud, c'est très intéressant pour développer cette agriculture du Sud. Il y a aussi une attention particulière pour développer une agriculture stratégique, notamment par rapport pour baisser la facture d'importation dans ce domaine-là, notamment la facture d'importation des produits laitiers, de soja, plus les huiles, etc., et les céréales. Donc ça, c'est-à-dire une agriculture stratégique. C'est très intéressant de se focaliser sur ça, mais c'est toujours utile lorsqu'on entame cette réforme ou bien cette agriculture, il faut l'inscrire toujours dans un plan de relance économique global. C'est-à-dire il faut introduire la question, parce qu'on voit dans le plan de relance économique, ça parle d'une économie résiliente, d'une économie inclusive et d'une économie durable. Donc la durabilité, il faut faire attention par rapport à la question de la durabilité, c'est-à-dire comment produire. S'il y a un choix politique d'une agriculture intensive, mais là il faut faire attention. Donc on doit quand même respecter les questions du développement durable, c'est-à-dire les questions de la protection du consommateur aussi. On doit aussi avoir une agriculture non énergivore et une agriculture aussi rationnelle par rapport à la consommation de l'eau. Donc tout ça, il faut faire attention à ces questions. Donc l'agriculture constitue actuellement effectivement un levier très intéressant pour notre économie et heureusement pour cette année 2020 constitue quand même un amortisseur en quelque sorte pour notre économie. Mais il faut une agriculture économique, c'est-à-dire il faut y aller parce que lorsqu'on aborde la question des subventions, on est dans les subventions de l'agriculture, énormément de subventions dans l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture prend chaque année environ 2 milliards de dollars de budget, dans son budget. Il y a aussi les équipements. Et il faut restructurer. Oui, il y a les équipements, mais il faut rationaliser, il faut y aller vers l'efficacité budgétaire dans des allocations faites en termes de subventions des filières agricoles. Il y a beaucoup de détournements dans l'agriculture et il y a beaucoup de gaspillage dans l'agriculture. Donc il faut y aller aussi vers la rationalisation. Mais pour l'équipement, c'est-à-dire les transferts sociaux, d'accord, mais aussi l'efficacité de l'investissement public, ça pose problème. On évalue un peu 8 dinars investis par le public, 1 dinar comme retour sur investissement. Il y a un faible retour sur investissement dans l'investissement public. Qu'il s'agit d'un secteur qui est stratégique parce qu'on parle là de la sécurité alimentaire des Algériens. Il va falloir aussi beaucoup investir. On parle aussi même d'exporter. Et en parlant d'exportation, M. Sami Agli, le président de la République hier, a parlé de cette ambition d'exporter près de 4 milliards de dollars en or et hydrocarbures. Est-ce que vous pensez que le tissu industriel, que les entreprises sont capables de relever ce défi aujourd'hui ? Avant d'aller vers ça, je confirme un peu tout ce qui a été dit sur l'agriculture, mais rappelons juste un point important, que l'agriculture a toujours été le secteur qui a fait le plus de croissance en Algérie. Début des années 2000, bien. Tout à fait. Début des années 2000, on était à 2-3 milliards. Il représentait 2-3 milliards de dollars. Il a été pratiquement multiplié par 8
en pratiquement 20 ans. Il n'y a aucun secteur qui a fait ce niveau de croissance. Et encore une fois, c'est l'agriculture qui va sauver aussi le futur de l'économie. Je reviens à votre question sur l'exportation. L'exportation aujourd'hui, effectivement, on a toujours été un peu rêveur sur l'exportation. On croit qu'exporter, c'est un effet de mode où on décide, ou juste une décision politique. L'exportation, c'est un accompagnement, c'est une vision, c'est une stratégie de bout en bout. On a effectivement, le président de la République a ce plan ambitieux qui, dans le plan de relance économique notamment, l'exportation hors hydrocarbures d'à peu près 4 milliards de dollars. Oui, c'est faisable. Cependant, pour réussir ça, cette réussite-là, elle est complètement subordonnée à cette réforme de la banque tant attendue, à cette internationalisation des entreprises, à cet accompagnement par la diplomatie économique de nos entreprises. On est en train de voir, à contrario, ce qui se fait par la diplomatie économique des autres pays aujourd'hui. On reçoit un ambassadeur parce qu'il a une demande d'un chef d'entreprise, il l'accompagne même au fin fond du Sud pour juste lui présenter. Moi, je pense qu'il y a une grande culture à mettre en place sur l'exportation pour répondre à votre question. Oui, bien entendu que c'est faisable. On a des produits, aujourd'hui on a même des champions qui peuvent sans problème demain s'exporter et qui sont déjà à l'étranger malgré les difficultés dans des marchés très parfois concurrentiels. Ils arrivent à trouver place, à s'adapter. Mais la question, c'est comment accompagner un peu la petite PME aujourd'hui pour qu'elle puisse exporter, les entreprises de services. Comment voulez-vous qu'on exporte une application avec ce poids aujourd'hui de cette réforme bancaire qui n'est pas aujourd'hui tolérée? En 2021, on parle de numérique, de digitalisation, de M-payment. Où sommes-nous de tout ça? Le plan est ambitieux. Il y a aussi, effectivement, dans le cas où on n'arrive pas à atteindre ce chiffre-là, c'est que ça va encore alourdir le déficit budgétaire, parce que le déficit de 3100 milliards qui est annoncé, il est fait avec un scénario d'exportation de pétrole à un prix et une exportation hors hydrocarbures à un niveau de 4 milliards. Ce qui fait, dans le cas où on ne fait pas ces chiffres, le déficit aussi va s'alourdir. On est condamné quelque part, moi je pense, de mettre le pas, mais pour ça, il faut cette réforme, encore une fois, pas uniquement bancaire, mais réforme du processus un peu d'accompagnement des acteurs économiques pour s'internationaliser. Très bien. Alors, Moustapha Bekidesh, on parlait à l'instant des exportations. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place, en tout cas les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils doivent engager comme réforme rapidement pour accompagner cette ambition d'exporter près de ou plus de 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en hors hydrocarbures? Moi, je pense que c'est un objectif modeste. Par rapport, si vous voulez, au potentiel 1, et puis deuxièmement, aux exigences, si vous voulez, des équilibres macroéconomiques du pays. Peut-être que c'est en rapport avec le contexte international qui est assez tendu, parce que le commerce international s'est rétracté. Par exemple, il y a des filières qui réussissent maintenant. Donc, je pense à la filière pharmacie, à exporter, dans des processus qui sont des processus complexes. Et en dépit des difficultés et d'un cadre qui n'était pas favorable, à exporter des médicaments, notamment en Afrique. Il y a aussi, il faut relever aussi le groupe JICA, les performances du groupe JICA, qui est un groupe public qui était en difficulté il y a quelques années et qui maintenant arrive à se placer dans l'exportation du ciment, même si le ciment il est subventionné quelque part parce que le gaz a un prix, est à un prix administratif. Mais 70%. Mais ceci dit, bon, on peut, si vous voulez, diminuer. C'est pour ça que je disais qu'il faut revisiter les niches fiscales. Engager au fur et à mesure que JICA élargit, si vous voulez, ses ventes à l'extérieur et ses exportations, on peut imaginer d'augmenter progressivement, et d'ailleurs ça a été indiqué par le ministre de l'Énergie, d'augmenter également le coût des inputs, notamment énergétiques, du gaz, dans ces cimenteries pour arriver à changer notre modèle de consommation pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc ça c'est un... Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a des possibilités, notamment dans les services, et le soutien apporté aux start-up est à mon avis important. Parce qu'elle n'exige pas une capitalisation très forte
du haut du bilan. Ce sont des activités donc, qui n'ont pas besoin d'immobilisation coûteuse, mais qui peuvent aussi produire des services exportables parce que c'est si vous voulez, c'est sûr, donc, avec l'utilisation du numérique. Donc ça, c'est un aspect. Donc je parle du ciment, on peut parler également des produits exportables dans l'agriculture. Vous savez que cette année est une année donc, marquée d'une pierre blanche. Pourquoi? Parce que pour la première fois, je crois, donc on peut dire que le chiffre d'affaires de l'agriculture a dépassé celui des exportations d'hydrocarbures, puisque l'agriculture, si le chiffre des hydrocarbures de façon générale, puisque le chiffre de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires produit ou en valeur produite par l'agriculture est au-dessus des 22 milliards exportés. Donc ça aussi, c'est un signe que le point d'inflexion, donc on l'a déjà emprunté, sauf qu'on ne le sait pas. Et que beaucoup d'Algériens ne le savent pas. Donc ça, c'est un aspect. Mais il va falloir continuer un effort de rigueur budgétaire. Et donc, on en a parlé. Mais il y a aussi une autre question qui me préoccupe, c'est le financement de l'investissement. Parce que les emplois de demain, là, si vous voulez, la valeur ajoutée de demain, les emplois de demain, c'est l'investissement d'aujourd'hui qui va être. Alors donc, il va falloir donc mobiliser des sources nouvelles d'investissement. Et j'ai observé, moi, dans la loi des finances 2021, par exemple, donc une mesure qui va dans ce sens-là, c'est l'entrée en bourse, donc le capital qui est investi et il est exonéré pendant 5 ans. Donc ça va mobiliser, si vous voulez, des ressources donc, ou des encaisses oisives qui vont être bancarisées et qui vont permettre aux Algériens donc, qui veulent voir développer leur pays donc, et consommer local, donc, et développer, donc, faire une substitution aux importations, voir leurs entreprises, donc pouvoir bénéficier de ça. Je pense donc à l'ENI, par exemple, à l'ENIEM, etc. Et donc il y a une possibilité pour qu'on traite ces affaires des entreprises publiques, non pas par le bas du bilan, en demandant de la trésorerie pour le fonctionnement de l'entreprise, mais par une restructuration du haut du bilan, avec y compris leur entrée en bourse et leur ouverture en capital. C'est une forme de financement. Le deuxième aspect, c'est que je crois que pour le plan de relance, donc il y a eu 2 chiffres qui ont été donnés par le président de la République à la conférence d'août. C'est la disponibilité de 10 milliards de dollars prises sur les réserves de change et les 1900 milliards de dinars, du coup, donc comme concours bancaire. Et ça, donc, c'est déjà un premier chiffrage qui nous amène à peu près donc, à un peu moins de 25 milliards donc, de dollars. C'est déjà un élément, mais ça ne va pas être suffisant pour pouvoir réaliser l'ensemble de ce programme. Il va falloir probablement et sûrement d'ailleurs donc mobiliser d'autres sources de financement, y compris la finance islamique, y compris d'ailleurs le recours à mon avis aux financements internationaux par project financing, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a un projet rentable et qui tient la route, donc peut avoir un financement qui vient de l'extérieur. Donc ça, ce sont des éléments qu'il va falloir maintenant donc identifier et préciser pour donner donc des latitudes aux promoteurs algériens d'aller dans cette direction. Notamment le secteur privé. Donc il va falloir investir, si on a bien compris, pour pouvoir exporter. Tout à fait. Et au-delà de l'investissement... pas uniquement exporter, créer de l'emploi, voilà. Créer de la croissance. Parce qu'on a parlé aussi de la nécessité de suppléer un peu les exportations hydrocarbures, d'avoir d'autres ressources que les hydrocarbures afin d'absorber le déficit. Alors, si on reste un peu dans l'exportation, on a parlé hier, les représentants d'organisations patronales, le président de la République s'est engagé à créer des succursales bancaires au niveau de certains pays, notamment l'Afrique. Il a parlé également des aides qui sont orientées directement vers les entreprises qui veulent exporter, notamment on parle du transport qui sera subventionné. Est-ce que cette démarche-là vous rassure ? Bien sûr, moi, encore une fois, au-delà de la rencontre et des détails, la rencontre elle-même est considérée comme une rencontre historique et très courageuse pour aller aujourd'hui discuter des sujets aujourd'hui qui fâchent, des sujets qui sont là où il faut vraiment de la franchise et du courage pour s'y attaquer. La question de l'accompagnement de l'exportateur à travers la présence de nos banques, il a réaffirmé, en fait, il a rappelé l'urgence de le faire parce qu'il en a déjà parlé dans son
programme quand il était candidat. Une fois élu, il a mis le point sur ça. On est en train de parler une année après. Pas grand-chose qui a été fait sur l'internationalisation de nos banques. C'est pas parce qu'on ouvre une agence par-ci ou par-là que on va régler l'accompagnement de banques, mais il faut aller rapidement vers la mutualisation de banques peut-être pour s'installer dans un pays donné, racheter un réseau déjà de banques existantes. Accélérer la numérisation. Et accompagner l'exportation. Bien sûr, accélérer la numérisation du système bancaire. Éradiquer la bureaucratie. Bien sûr, quand on parle de digital, c'est une des solutions pour la débureaucratisation de l'acte d'investir. L'exportation, effectivement, il faut l'accompagner encore plus vers des mécanismes forts, vers des couloirs verts, vers un accompagnement au niveau des transports, parce qu'on est un pays quand même qui est assez grand. Si vous voulez exporter d'Alger vers le Mali ou vers le Mauritanie, il vous faut des structures déjà là-bas, créer ces zones franches tant attendues, ces zones frontalières qui vont créer de la richesse de fait au niveau local, qui sont là. Le président de la République a parlé effectivement de cette importance-là, et cette importance complètement de mettre, nous, ce qui nous a frappé, c'est la priorité qui est donnée aujourd'hui par le président là-bas à l'économie, qui est, malgré ce poids social, malgré cette crise qu'on est en train sanitaire, mais l'économie reste aujourd'hui comme question centrale, et on ne peut bien sûr que saluer ça. On a parlé encore une fois sur l'internationalisation même des entreprises algériennes. Pour la première fois, on parle une entreprise, si sur une niche donnée, peut demain, aujourd'hui, instruire plutôt le Premier ministre et le ministre des Finances, justement, pour traiter les mécanismes qui peuvent accompagner l'internationalisation des entreprises. Encore une fois, nous vivons dans cette planète, nous n'existons pas dans une autre planète. Hein. Vous savez, le monde est régi aujourd'hui par cette mondialisation, et elle va s'accentuer en post-Covid. Tous les pays vont se recentrer sur leurs intérêts, et ce qui est normal. Ce qui fait, nous aussi, on doit défendre les nôtres et se mettre au diapason et amarrer un peu notre économie aux standards internationaux. C'est le but un peu de toute cette réflexion. En tout cas, on est sorti très optimiste, et surtout avec beaucoup de confiance. On avait besoin de ça. La communauté d'affaires avait besoin de ça. Mais je pense que c'est un message fort, et surtout un message avec lequel on entame bien l'année. Mohamed Achir, est-ce qu'on retrouve une partie de ces engagements ou de ces réformes annoncées par le président de la République dans la loi de finances 2021 ? Oui, avant de parler de la loi de finances, je rejoins parfaitement. Aujourd'hui, la question économique est une question de sécurité nationale, est une question de sécurité stratégique. D'ailleurs, le Haut Conseil de sécurité, on a abordé récemment même les questions économiques. Et le monde post-Covid s'annonce agressif, s'annonce avec des reconfigurations radicales aussi. Donc notre économie doit quand même se préparer avec une certaine capacité de résilience pour au moins garder, c'est-à-dire une certaine stabilité. Parce que l'économique, le politique est lié, donc même la sécurité stratégique, il faut la discuter avec les questions économiques. Donc il faut aller, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la résilience économique en général participent, c'est-à-dire à la résilience de tout un pays sur le plan sécuritaire. Maintenant, dans les faits, est-ce qu'on retrouve justement ces aspects-là dans la loi de finances, malgré, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une contrainte budgétaire. Et malgré cette contrainte budgétaire, on recèle dans la loi de finances pour 2021. D'abord, il faut rappeler que même les institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale, ont fait des recommandations aux pays du monde entier, que ce soit en développement ou développé, de ne pas toucher, c'est-à-dire à la question sociale comme réponse à la crise sanitaire, c'est-à-dire de garder quand même le soutien de l'État. Donc, dans cette loi de finances, alors on peut, c'est-à-dire, on relève d'abord des mesures toujours de soutien au front social, c'est-à-dire la question des transferts sociaux et des subventions. Il y a des mesures qui visent un peu l'élargissement de l'assiette fiscale. Il y a des mesures aussi d'harmonisation du système d'imposition. On retrouve des mesures effectivement aussi qui sont liées au TIC, c'est-à-dire à la numérisation. Il y a beaucoup de dispositions dans cette loi de finances par rapport à la télédéclaration fiscale. Donc on retrouve également dans cette loi de finances des mesures pour la rationalisation même énergétique par rapport à la taxe de carburant pour ceux, c'est-à-dire
qui sortent du pays, de 500 dinars jusqu'à 12 000 dinars, je crois, pour les bus et les grands camions. Donc il y a beaucoup de... il y a aussi, par rapport aux avantages aussi, parce qu'on a bénéficié des avantages fiscaux si on cesse de l'activité, donc on doit rembourser ces avantages fiscaux. Ça, il est introduit dans cette loi de finances, donc, parce qu'il y a des mesures qui sont, même avec la douane aussi, il y a des mesures qui sont liées à la taxe douanière. Donc il y a une panoplie de mesures dans cette loi de finances qui essaye un peu de tracer une certaine réforme fiscale aussi, hein, pour à la fois élargir l'assiette fiscale et moins toucher les entreprises, parce que le coût fiscal en Algérie il est très important aussi, hein, il faut le souligner. Donc il y a plusieurs mesures, mais c'est toujours utile. Moi, je parle toujours de la nécessité d'avoir un économiste en chef dans notre pays et de travailler sur un plan stratégique. Et il faut que ce soit une planification stratégique qui va coordonner, dont le ministère des Finances va être au centre, mais qui va coordonner tous les secteurs. Donc il faut planifier notre relance économique à court, moyen et long terme, avec des mesures de stabilisation budgétaire, parce qu'on aura besoin pour 2021, 2022, 2023 d'une stabilisation budgétaire. C'est vrai, il faut créer des stabilisateurs sociaux par rapport aux francs sociaux, parce qu'on va certainement s'attaquer aux transferts sociaux. Donc il faut une vision globale, structurelle. Et lorsqu'on parle de l'entreprise, il y a des mesures dans la loi de finances pour améliorer les cadres de l'investissement, telles que l'introduction en bourse, des start-up. Il y a aussi des mesures, même pour les personnes physiques qui vont exporter, donc qui sont exonérées. Il y a aussi une autre mesure qui est très importante, je crois qu'on doit citer avec les entreprises, c'est l'extension du délai de rééchelonnement des dettes fiscales. Tout à fait. À 60 mois, je crois. 60 mois pour autant que tu payes 10% de... Ça, c'est une mesure extrêmement... Au lieu de 36 mois. Tout à fait. Oui, donc ça, à 60 mois, donc ça donne, si vous voulez, donc un temps long à ces entreprises pour pouvoir reconstituer à la fois leurs réserves de trésorerie et même donc également améliorer leurs équilibres financiers et leur permettre d'investir aussi donc dans ce délai-là de 60 mois. Et ça, donc c'est très important comme mesure qu'il fallait signer. J'ajouterai moi simplement pour l'environnement international, c'est post-Covid, effectivement, il va falloir noter la remontée des protectionnismes nationaux et régionaux. Et de plus en plus maintenant, si vous voulez, pour des pays émergents comme nous, en Afrique, et beaucoup de pays africains qui ont des industries qui vont émerger. Donc on va nous remettre en cause le principe du soutien aux industries naissantes. Je pense que dans les accords d'association avec l'Union européenne, il faut que ces questions se posent. L'asymétrie entre nos importations et nos exportations vers, hors hydrocarbures évidemment, vers cet ensemble économique doit être, à mon avis, revisité du point de vue que le principe, si vous voulez, de prospérité partagée dans le bassin méditerranéen, entre les deux rives, est en train de s'éloigner au fur et à mesure que cet accord est mis en œuvre. Donc il va falloir écouter nos entrepreneurs d'abord, donc voir un peu, identifier les raisons pour lesquelles, ils n'ont pas l'accès aussi facile qu'on le dit vers ces marchés-là, notamment de l'Union européenne. Moi, je me rappelle, quand je dirigeais l'entreprise d'ingénierie pétrolier du secteur, je me rappelle qu'il y avait un promoteur, juste rapidement, un promoteur privé dans les engrais liquides. Lorsqu'il a exporté en Europe, on lui a dit non, vous avez donc c'est un abus de position et puis vous avez bénéficié d'un prix du gaz qui était un prix du gaz. Et alors en quoi, si vous voulez, il y a eu, si vous voulez, un retour de notre côté-là. Donc ça, c'est un aspect qu'il va falloir rediscuter, et également avec l'ouverture de la zone africaine de libre-échange. Merci à vous, Moustapha Mekidesh. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également nos invités, Moustapha Mekidesh, économiste, Sami Aglé à la tête de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen, et puis Mohamed Achir, économiste qui nous vient de Tizi Ouzou. Merci d'être là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et toujours avec plus de débats dans le domaine économique.